Bonsoir Monaco. Bonsoir Pierre Marcolini, bonsoir à tous. Bienvenue dans le best-of de la semaine, l'occasion de voir ou revoir les extraits de nos JT de ces derniers jours. Il aura été question d'un sujet qui nous concerne tous, la canicule, une hausse des températures qui touche également la biodiversité marine, comme nous l'a confirmé le professeur Denis Allemand, directeur du Centre scientifique de Monaco. Nous avons également échangé avec Pierre Marcolini sur le chocolat durable, un chocolat différent et pertinent. Humanitaire, culture, sport auront également été évoqués cette semaine. Sans plus attendre, voici le best-of monté ce soir par Véronique Rodriguez. Je pense qu'effectivement, actuellement, on peut parler de canicule marine. Les températures s'emballent à l'heure actuelle. On est arrivé à des températures qui sont supérieures à 30 degrés, très localement en Corse, à côté d'Aléria. Et globalement, dans notre région PACA, la température actuellement est supérieure aux moyennes entre 4 et 6 degrés. 4 et 6 degrés supérieurs à la moyenne normale des années précédentes. Mais il faut voir également que cette canicule marine se place dans un environnement dans lequel la température de l'eau de mer est déjà naturellement plus chaude. La Méditerranée est sûrement l'endroit, la mer du globe, où l'augmentation de température est la plus élevée. Cette augmentation lente mais constante de la température fait que de plus en plus d'espèces léseptiennes, ce qu'on appelle les espèces léseptiennes, c'est les espèces qui viennent principalement de mer Rouge, bon, aussi un peu d'Atlantique, et qui passent par le canal de Suez. Donc ces espèces léseptiennes arrivent et s'installent de plus en plus facilement en Méditerranée. Il n'est pas rare maintenant, on voit des barracudas de façon constante ici dans nos régions. Donc il y a déjà, le premier effet, c'est cette tropicalisation de la Méditerranée qui est un phénomène constant. 1000 espèces de plus venus des pays chauds non indigènes. Les impacts du réchauffement sont nombreux sur tous les éléments de notre vie, aussi bien sur les stations de ski que sur la répartition des organismes, mais c'est souvent des phénomènes qui se voient dans le temps. Alors que l'impact du réchauffement climatique sur les coraux, c'est ce qu'on appelle le blanchissement des coraux. C'est la rupture de la symbiose entre le corail et les algues symbiotiques qui viennent de ces tissus, qui font que les algues symbiotiques quittent le corail, dont les tissus deviennent transparents et on laisse voir le squelette blanc par transparence. C'est pour ça qu'on appelle ça le blanchissement. Et ça, c'est un phénomène visible à l'œil nu. C'est un phénomène qui peut se faire en quelques heures quand la température dépasse d'un demi-degré une température seuil autour de 28 degrés. Et c'est un phénomène qui aujourd'hui est catastrophique, qui affecte tous les récifs du monde entier. Et le GIEC, l'IPCC, a même prévu que les récifs coralliens pourraient disparaître totalement à la fin du siècle. Si la température globale des océans augmente de 2 degrés, on sait aujourd'hui qu'on dépassera cette température-là. Donc les récifs coralliens seront le premier écosystème à disparaître à cause de l'activité humaine. Le pic si vous voulez, climatologique des températures se situe entre la fin du mois de juillet et début du mois d'août. Et en tout cas, dès qu'on commence à avancer dans le mois d'août, en moyenne, les températures ont tendance à diminuer. En revanche, la saison des canicules, elle, dure bien entendu. Globalement, la saison propice aux canicules débute le 1er juin et se termine dans le courant du mois de septembre. Donc, oui, en août, on peut encore avoir des vagues de chaleur. Là, il est beaucoup trop tôt encore pour parler de ce qui va se passer au début du mois d'août. C'est encore dans longtemps. Mais on ne peut pas exclure, bien sûr, que les températures montent. On a d'abord eu, dans la première partie de cet épisode, ce qu'on appelle une dorsale, une sorte d'anticyclone, en fait, qui a favorisé le réchauffement des températures petit à petit. Puis, une dépression sur l'Atlantique qui a ramené beaucoup d'air chaud sur le sud-ouest, mais aussi justement vers le nord du pays. Et puis, cet air chaud s'est décalé vers l'est. Et c'est là qu'on a eu des fortes chaleurs dans l'est et jusque dans le sud-est. Et puis, depuis plusieurs jours, depuis une bonne semaine, dans le sud-est, il n'y a rien, en fait, qui est venu déloger cette chaleur. Et c'est pour ça qu'elle est toujours en place depuis plusieurs jours. Malheureusement, oui, dans le contexte du réchauffement climatique, on a pu démontrer maintenant, avec de fortes certitudes, que les vagues de chaleur, elles seraient à l'avenir plus nombreuses, plus longues et aussi plus intenses. Actuellement, l'âge n'est plus un facteur déterminant pour considérer une personne âgée. La population de personnes âgées est une personne très hétérogène et nous pouvons avoir des personnes de 70 ans qui sont en perte d'autonomie par rapport à une maladie neurodégénérative. Et à côté de ça, nous voyons de plus en plus de personnes centenaires qui vivent à domicile
et pratiquement sans aide. On a la chance d'être à Monaco et de bénéficier de beaucoup d'aides pour le maintien à domicile des personnes âgées. J'aimerais souligner que actuellement les nouvelles personnes que nous voyons sont des personnes qui sont encore qui ont une certaine autonomie, mais qui peuvent avoir des facteurs de fragilité. Le vieillissement, ça n'est pas une maladie. Le vieillissement, c'est un processus physiologique qui se passe tout au long de la vie. Monaco Collectif Humanitaire est né en 2008 à l'occasion du 50e anniversaire du prince souverain. Les associations monégasques ont souhaité lui faire un cadeau et elles ont eu l'idée de faire venir en principauté 50 enfants qui n'étaient pas opérables dans leur pays, 50 enfants porteurs de cardiopathie. Et donc, ils ont pu être opérés au centre cardio-thoracique de Monaco. Et l'idée était tellement belle et le collectif a tellement bien marché qu'aujourd'hui, nous allons fêter l'année prochaine les 15 ans du Monaco Collectif Humanitaire. C'est à la fois une collecte de fonds et puis monter aussi toute une chaîne pour faire venir ces enfants parce qu'il faut les convoyer. Donc, on a un travail avec Aviation Sans Frontières Internationale. Il faut des familles d'accueil à Monaco ou à proximité. Donc, on travaille avec Rencontre africaine et la Croix-Rouge monégasque qui gèrent les familles d'accueil. Et puis, il faut des centres de soins, le centre cardio-thoracique de Monaco, le centre hospitalier Princesse Grace, l'hôpital Lanval aussi parce que parfois les enfants nécessitent une intervention à Nice pour des cas un petit peu plus complexes, pas forcément sur de la cardiopathie. Donc voilà, c'est toute une chaîne de solidarité qui s'est mise en place pour faire venir ces enfants. C'est une exposition à voir absolument. Elle est vraiment particulière, originale, gaie. C'est un univers incroyable, il faut venir absolument la visiter. C'est quelque chose que nous n'avons jamais réalisé. On a fait beaucoup d'expositions depuis plus de 20 ans, mais celle-là est vraiment d'une originalité incroyable. Cette période de pandémie nous a évidemment marqué, mais plutôt dans l'année 2020. Et l'année 2021 était déjà pour nous une année de reprise assez forte à partir du mois de juin 2021. Par conséquent, évidemment, là, on retrouve, je dirais, presque la pleine activité, à la fois en tourisme d'affaires et en culture. Mais on est ravis. Vous savez, on est fait pour ça. On est fait pour avoir du monde, pour accueillir des gens, pour faire plaisir aux visiteurs qui viennent, pour faire des concerts, pour que pour que les gens profitent de ce bel été. Il y a plein de petites adresses cachées effectivement à Monaco et au début du guide, vous allez trouver en fait des top 10 de nos coups de cœur en fait sur la principauté pour se régaler, des bonnes petites adresses de resto, pour faire une pause, pour se faire plaisir, etc. Quand vous regardez la définition du dictionnaire, il est marqué le chocolatier, c'est celui qui fabrique son chocolat. Aujourd'hui, 90%, si pas 99% des chocolatiers font ce qu'on appelle de la transformation, vont travailler du chocolat. Ils vont travailler de la couverture de chocolat, ils vont en faire des tablettes, ils vont en faire des bonbons de chocolat, ils vont en faire des friandises. Et cette démarche-là, je l'ai entrepris effectivement en 2000 en disant « je veux retravailler au cœur de mon métier ». Et ça a été toute une démarche autodidacte, et c'est de comprendre les débuts. Évidemment, c'était à la fois entre la joie et la tristesse, entre le désespoir et le bonheur, et c'est vrai que aujourd'hui, faire un chocolat à partir de la fève de cacao, ça pourrait paraître quelque chose de normal alors que ça ne l'est pas, mais en même temps, c'est un bonheur absolu parce que vous allez à la rencontre de l'autre, vous essayez de comprendre c'est quoi une fève de cacao, quel est son environnement, puisqu'on est dans le monde du végétal. Vous comprenez qu'en réalité, les fèves de cacao sont comme dans le monde du vin. On est dans des types de cépages, donc on parle de Trinitario, on parle de Forastero, on parle de Criollo. Ce sont évidemment des cacaoliers qui sont à la base de cela. Si je veux mettre d'autres matières premières, par exemple dans le chocolat au lait, si je veux rajouter une vanille de Madagascar, mais si je veux envie de rajouter une vanille Tahiti, si j'ai envie de rajouter aujourd'hui cette fameuse vanille fumée, je pourrais mettre dedans. La poudre de lait, vous pouvez la sélectionner. Bref, on se rend compte effectivement qu'en amont, le fait de pouvoir travailler cela va vous permettre effectivement de faire un chocolat qui soit différent. Demain, on fera la première navigation. C'est presque encore plus excitant que la mise à l'eau. Et c'est super de voir cette grande équipe qui travaille autour de ce bateau, qui gravite autour de ce projet, qui travaille avec une énorme énergie et passion. Et c'est un privilège de pouvoir travailler sur quelque chose de tangible, comme mettre à l'eau un bateau, c'est quelque chose de très tangible pour tout le monde, très émotionnel, et on est très fiers de ça. Le nouveau bateau porte encore en plus grand le message Climate Action Now.
A Race We Must Win. Donc, ça, c'est écrit en très grand sur la coque et les voiles. Et aussi le laboratoire qu'on a transporté et employé sur le précédent bateau, le même laboratoire océanographique est installé sur ce nouveau bateau. Ça va mesurer le taux de CO2 dans les océans, dans les zones très peu fréquentées, et ça va apporter des données très importantes pour encore comprendre mieux le réchauffement climatique. La route du Rhum est beaucoup plus courte que le Vendée Globe. À comparer avec le Vendée Globe, c'est vraiment en sprint à travers l'Atlantique. C'est entre 12 et 13 jours de temps en mer. Donc, l'aspect solitude est beaucoup moins problématique sur cette course. Et j'ai vraiment hâte de me lancer dans une grande course avec 30 IMOCA et vraiment affronter notre bateau, notre team avec les autres teams. C'est énorme. On est en train de construire une équipe vraiment énorme avec des gros joueurs. C'est même difficile à imaginer qu'on puisse attirer autant de gros joueurs. Et ça, justement, ça n'augure que du bon pour l'avenir. Je pense que là, c'est clair. Le message du club est assez clair. Et, cette année, je pense qu'on veut gagner dans pas mal de compétitions. Je me vois un peu comme un cadre de l'équipe, dans le sens où ça fait longtemps maintenant que je suis à Monaco et que je commence à faire partie des meubles. Donc, je me vois un peu comme un cadre, pouvoir guider tout le monde et faciliter les choses pour tout le monde. Sincèrement, je trouve que ça va. Je m'attendais à ce qu'on revienne un peu plus tôt, pour dire la vérité. Donc, ça nous laisse encore 4 semaines à profiter. Quelques semaines de vacances avant d'enchaîner avec une saison palpitante en championnat et en Euroleague. Nous serons bien évidemment au plus près de la Roca Team pour vivre cela. Faisons à présent un détour par Internet pour découvrir les vidéos qui font le buzz sur la toile. C'est le best-of des réseaux sociaux de Jordan Basset. Et je crois avoir reconnu le miroir d'eau à Bordeaux. Le best-of est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour la première édition du mois d'août avec de nouveaux invités pour continuer de vous informer et ce même pendant l'été. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.